L'Everest a coûté des centaines de vies. Mais cette mort est particulière. L'homme n'est pas mort parce que la montagne s'est montrée plus forte. Il est mort parce que ceux en qui il avait confiance l'ont trahi. C'est une histoire de foi, de trahison et de solitude au bout du monde. Avant que Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ne soient les premiers à poser le pied au sommet de l'Everest en 1953, la montagne avait été prise d'assaut des dizaines de fois. La tentative la plus célèbre est l'expédition de Mallory et Irvine en 1924, mais c'est une autre histoire. Ils étaient loin d'être les seuls à essayer de conquérir le point le plus haut de la planète. Certains rebroussaient chemin, d'autres restaient sur les pentes pour toujours. Mais l'ascension de Maurice Wilson ne s'inscrit dans aucun cadre. Ce n'était pas une expédition coûteuse avec le soutien de l'État, une équipe nombreuse, des Sherpas et des permis officiels. Cet homme n'avait absolument rien à voir avec le monde de l'alpinisme. Maurice Wilson vit le jour le 21 avril 1898 à Bradford, une ville industrielle où l'air sentait la laine et l'huile de machine. Son père possédait une manufacture, et l'avenir du fils semblait tout tracé. Travailler dans l'entreprise familiale, puis la diriger, puis la transmettre à la génération suivante. Un cycle dans lequel vivaient des milliers de familles à travers l'Angleterre. Réglé, prévisible, étouffant. Tout changea en 1914. Quand la Première Guerre mondiale éclata, Wilson, âgé de 18 ans, emporté par l'élan patriotique qui submergea alors toute une génération, s'engagea comme volontaire pour le front. Il ne savait pas encore qu'il partait pour toujours. Non pas qu'il allait mourir, il survivrait. Mais le jeune homme qui montait dans le train à la gare de Bradford ne reviendrait jamais. Au front, il allait connaître tout ce que cette guerre pouvait offrir. Les tirs d'artillerie qui faisaient onduler la terre comme des vagues et laissaient un sifflement aigu dans les oreilles pendant des jours. Les attaques au gaz, des nuages jaune-vert rampant dans les bas-fonds qui faisaient se tordre les hommes en se tenant la gorge, tandis que ceux qui n'avaient pas eu le temps de mettre leur masque s'étouffaient avec leurs propres poumons. Les charges suicidaires hors des tranchées au coup de sifflet, quand l'officier lève la main et que tu sais que dans une seconde, il faudra grimper sur le parapet et courir droit sur les mitrailleuses. Et tu cours, parce que tout le monde court, parce que s'arrêter, c'est laisser tomber ceux qui sont à côté de toi. Il a traversé la bataille de Passchendaele, 3 mois dans la boue jusqu'à la taille, 3 mois où la pluie ne cessait pas et où les tranchées se transformaient en fossés d'argile liquide dans lesquels des hommes se noyaient. Ce n'est pas une métaphore, ils se noyaient littéralement. Tu glissais, tu tombais, et les camarades n'avaient pas le temps de te sortir de là. Plus tard, il fut décoré de la croix militaire. La citation était sèche, comme toutes les citations militaires. Pour avoir tenu une position face à un ennemi numériquement supérieur. Traduit en langage humain, cela signifiait que Wilson fut le seul survivant de toute son unité. Tous les autres gisaient autour de lui, mais il continuait de tirer à la mitrailleuse, car s'il s'arrêtait, les Allemands passeraient. Et il ne s'est pas arrêté. Combien de temps cela a-t-il duré ? 1 heure, 2, 5 ? Il ne pouvait plus s'en souvenir. Le temps s'écoule différemment à la guerre. Parfois une minute s'étire en une éternité, parfois une journée entière se contracte en un seul éclair. Quelques mois plus tard, 2 balles dans le bras. L'os est brisé. Hôpital de Pampagne, odeur de phénol et de chair en décomposition, cris des lits voisins. Le chirurgien qui regarde la radiographie et secoue la tête. Le bras fut sauvé, mais il perdit presque toute sa mobilité. Les doigts obéissaient mal, et une douleur, sourde, lancinante, s'y installa pour toujours. Elle se réveillait par temps humide, par temps froid, parfois sans raison, pour lui rappeler. Dans les tranchées, il attrapa la tuberculose, une forme grave. À cette époque, cela sonnait comme une condamnation, différée de quelques années. Les médecins écartaient les bras. Sanatorium, air de la montagne, repos. Tout cela pouvait ralentir la maladie, mais pas l'arrêter. Wilson termina la guerre avec le grade de capitaine, avec des médailles, un bras mutilé, des trous dans les poumons et ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome de stress post-traumatique. À l'époque, ce terme n'existait pas. On parlait de choc traumatique, d'épuisement nerveux, et le plus souvent, on ne disait rien du tout.
On regardait simplement un homme qui sursautait au claquement d'une parte, qui ne pouvait pas dormir sans lumière, qui se figeait parfois au milieu de la rue avec un regard vide, et on détournait les yeux. Comme des centaines de milliers d'autres anciens combattants, il ne parvenait pas à trouver sa place dans la vie civile. La manufacture, son père attendait que son fils revienne et prenne sa place. Mais Maurice regardait les machines, les ouvriers, les livres de comptes, et ne comprenait pas le but de tout cela. Après ce qu'il avait vu, après ce qu'il avait fait, s'asseoir dans un bureau et compter des ballots de laine, il en était physiquement incapable. Commencèrent alors les errances. Londres, quelques mois, des petits boulots, des chambres bon marché dans des quartiers où il valait mieux ne pas sortir la nuit. Les États-Unis, une tentative de recommencer à zéro qui n'aboutit à rien. La Nouvelle-Zélande, là-bas au moins on pouvait respirer, mais cela n'aida pas non plus. Il se maria plusieurs fois. Il quittait les femmes comme il quittait les emplois et les villes. Il faisait ses bagages, s'il y avait quelque chose à emballer, et partait. Comme s'il cherchait quelque chose, sans savoir quoi. Et pendant tout ce temps, la douleur dans son bras estropié et la toux le hantaient. D'abord sèche, puis avec du sang. La tuberculose prenait son temps, mais ne reculait pas. Chaque matin, c'étaient les crachats dans un mouchoir, le regard sur les filets rouges, la pensée « combien de temps encore ?» En 1932, quelque chose se produisit qui changea tout. Wilson aurait rencontré un homme nommé Mayfair. Aurait, car aucune preuve de l'existence de ce Mayfair, hormis les paroles de Maurice lui-même, n'a survécu. Ni document, ni photo, ni personne pour confirmer « oui, il a existé, je l'ai vu aussi ». Peut-être que Mayfair existait. Peut-être était-ce une hallucination d'un esprit épuisé par la maladie et le traumatisme. Peut-être quelque chose entre les deux, une personne réelle que l'imagination de Wilson a transformée en figure de maître mystique. Quoi qu'il en soit, ce Mayfair, réel ou imaginaire, aurait guéri plus d'une centaine de malades, y compris lui-même. Deux mots face auxquels la médecine officielle baissait les bras, et Wilson décida d'essayer. 35 jours. Un jeûne strict, uniquement de l'eau. Une prière ininterrompue, des heures durant, jusqu'à ce que les mots commencent à résonner d'eux-mêmes, séparés de la conscience. C'était comme une méditation, une auto-hypnose, une folie contrôlée. L'organisme, privé de nourriture, entre dans un état particulier. La conscience change, ce qui paraissait impossible commence à sembler réalisable. Et l'homme qui semblait déjà mourir de la tuberculose commença à guérir. Les médecins ne pouvaient l'expliquer. Maurice n'avait pas besoin d'explication. Pour lui, tout était clair. Il avait trouvé un moyen. La foi, le jeûne et la prière, voilà les outils capables de guérir ce que les médicaments ne peuvent pas guérir. Après cela, il se mit à prêcher. Son enseignement était un étrange mélange de christianisme, de mysticisme oriental et de quelque chose de tout à fait personnel, né dans l'esprit fiévreux d'un homme qui avait traversé les tranchées et survécu par miracle. Il parlait de la force de l'esprit, du fait que le corps obéit à la volonté, que les maladies sont des épreuves que l'on peut surmonter si l'on croit assez fort. Compte tenu de son état psychologique, le SSPT n'avait pas disparu, quelque chose de nouveau s'y était simplement ajouté, il est fort probable que tout cela était le fruit de son imagination. Le cerveau, traumatisé par la guerre et la maladie, s'était construit un système qui lui permettait de fonctionner. Et ce système exigeait la foi, une foi inconditionnelle, absolue. Mais le fait est qu'il a réellement guéri de la tuberculose. C'est documenté. Les médecins qui, quelques mois plus tôt, lui donnaient 1 an ou 1 an et demi à vivre, regardaient maintenant les radios et ne comprenaient pas comment c'était possible. Les cavernes dans ses poumons s'étaient cicatrisées. La toux avait cessé. Le sang avait disparu de ses expectorations. Cela attira l'attention de la presse. D'abord, des entrefilets dans les journaux locaux, un vétéran de guerre guéri de la tuberculose par une méthode inhabituelle. Intéressant, mais pas une sensation. La sensation commença lorsque Wilson fit la déclaration suivante.
Des forces supérieures, dit-il au journaliste, lui ordonnaient de gravir l'Everest. Les reporters échangèrent des regards. L'Everest, le plus haut sommet du monde que personne n'avait encore escaladé, la montagne qui avait déjà coûté des dizaines de vies? Oui, confirma Wilson très sérieusement. L'Everest. Et pour cela, il n'avait besoin de rien d'autre que de la prière et du jeûne. Il s'y rendrait en avion et gravirait le sommet en solitaire. Il convient de rappeler le contexte. En 1932, l'Everest restait invaincu. Il faudrait encore 20 ans avant l'ascension réussie de Hilary et Tenzing. Les meilleurs alpinistes du monde, avec de l'argent, des équipes, des Sherpas, des appareils à oxygène, subissaient échec sur échec. Et voilà qu'un homme sans aucune expérience de la montagne déclarait qu'il le ferait seul. Mais cela n'arrêta pas notre héros. De l'alpinisme, il ne savait absolument rien. Il n'avait jamais vu de montagne de sa vie, si l'on accepte les basses collines du Lake District. Crampons, piolets, technique de corde, acclimatation à l'altitude, tout cela n'était que des mots vides de sens. De l'aviation, il ne savait rien non plus. Et pourtant, il prévoyait de parcourir des milliers de kilomètres par les airs, à travers montagnes, mers et déserts. Maurice ne semblait absolument pas déconcerté. La foi était une réponse suffisante à toutes les questions. Sans jamais s'être assis aux commandes, il s'inscrit dans une école de pilotage et, à la surprise des instructeurs, il maîtrise le pilotage à une vitesse étonnante. 2 mois plus tard, il obtient sa licence. Son projet ne semble plus si absurde. Fou, oui, mais pas absurde. Pour les journalistes de l'époque, Maurice Wilson était une véritable aubaine, un don du ciel, un homme qui semblait tout droit sorti des pages d'un roman d'aventure. Jugez plutôt, un officier combattant, décoré de la croix militaire, un vétéran blessé qui a vaincu seul une maladie mortelle, un prédicateur d'un enseignement mystérieux mêlant christianisme et mystique orientale. Et la mystique était alors à son apogée. Séances de spiritisme, médium, table tournante, tentative de regarder au-delà du voile, la guerre avait emporté des millions de vies et des millions de familles cherchaient un moyen de contacter les défunts. Dans ce contexte, un homme qui parlait de la force de l'esprit et des puissances supérieures paraissait pour le moins intéressant. Et voilà que cet homme, déjà en soi un excellent sujet d'article, se retrouve au centre des 2 sujets les plus brûlants, l'alpinisme et l'aviation. Les 2 domaines connaissaient un essor fulgurant. Les alpinistes avaient à cette époque quitté les Alpes bien explorées pour se tourner vers les géants de l'Himalaya. La plupart des 8000 mètres n'avaient encore jamais été conquis et chaque ascension réussie devenait une sensation mondiale. Et les avions, de fragiles biplans en bois et en toile de l'époque des frères White, étaient devenus des machines capables de parcourir 1000 km sans escale. Les records de distance étaient battus presque tous les mois. Les aviateurs étaient des héros, accueillis par des foules, leurs portraits en première page des journaux. Et voilà qu'apparaît un personnage qui réunit tout cela. Vétéran, mystique, pilote autodidacte, alpiniste solitaire. Un homme qui dit que Dieu lui a ordonné de conquérir l'Everest et qui, semble-t-il, a bien l'intention de le faire. Autrement dit, Wilson visait juste. Malgré toute son excentricité, ou peut-être grâce à elle, il était le candidat idéal pour le rôle de héros populaire. En mai 1933, Wilson avait à son actif 2 mois de cours dans un aéroclub de Londres. Un accident, lors d'un vol d'entraînement, atterrissage dans un champ, une aile froissée, rien de grave. Et une expérience de randonnée dans le Lake District, des collines de quelques centaines de mètres de haut que les habitants appelaient montagnes, mais qui, comparées à l'Himalaya, n'étaient que de simples irrégularités du relief. Voilà tout son bagage. 2 mois aux commandes, des promenades sur les collines anglaises, une foi inébranlable dans le fait que des forces supérieures le protégeraient. À ce moment-là, il décide qu'il est prêt. Son avion, un biplan de Davyland Gypsy Moth usé, il le baptise Everest. Un petit aéroplane biplace à cockpit ouvert, où le vent vous frappe au visage et où la pluie vous trempe jusqu'aux os. Autonomie maximale, environ 1000 km. Vitesse de croisière, un peu plus de 100 km à l'heure. Des postiers et des amateurs de sensations fortes volaient sur de telles machines. C'est sur une telle machine qu'il devait traverser la moitié d'un continent. Par un petit matin de mai, Maurice s'installe dans le cockpit,
vérifie les instruments, il y en a peu, un altimètre, une boussole, un indicateur de vitesse, et fait décoller l'avion. Londres reste en bas, les maisons, les cheminées d'usine, la Tamise, puis les champs verts, puis la Manche. Compte tenu du relief, de la météo et de l'autonomie, l'itinéraire était le suivant. Londres, Fribourg, Fribourg, Passau. Ensuite, à travers les Alpes. La première tentative de traverser les montagnes échoua. Les nuages couvraient les cols, et Wilson, judicieusement, il faut le lui reconnaître, fit demi-tour et retourna à Fribourg. Il était fou, mais pas suicidaire, ou plutôt sa folie avait sa propre logique. Deuxième tentative, par un autre itinéraire, plus à l'ouest. Et cette fois, ça a marché. Il a percé les nuages, contourné les sommets, a failli heurter les rochers à plusieurs reprises. L'altimètre indiquait une marge de quelques dizaines de mètres seulement, et la turbulence secouait l'avion de haut en bas. Mais il a réussi. Rome. À ce stade, les nouvelles de son voyage l'avaient largement devancé. Les journaux parlaient déjà de l'Anglais fou qui volait vers l'Everest à bord d'un biplan fragile. Et à l'aérodrome de Rome, une foule attendait Wilson, des journalistes, des curieux, de simples badauds. Il sortit du cockpit, assourdi par le rugissement du moteur, le visage brûlé par le vent dans une combinaison imprégnée d'huile, et se retrouva au centre de l'attention. Ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, la traversée de la Méditerranée, Tunis. Pour la première fois de sa vie, Wilson se retrouva dans des conditions de visibilité nulle, brouillard sur l'eau, aucun repère, seulement la boussole et l'espoir de ne pas avoir dévié de sa route. Un de ses contemporains dira plus tard « N'importe quel pilote professionnel dans cette situation aurait fait demi-tour. » Wilson a continué. Comment il a survécu est un mystère. La chance, les forces supérieures en lesquelles il croyait, de simples statistiques, quelqu'un doit bien avoir de la chance. On ne sait pas. Une semaine seulement après son départ de Londres, il atteint le Caire, les pyramides, le Nil, une chaleur qui fait fondre l'asphalte. Quelques jours plus tard, Bagdad. Les journaux, à ce moment-là, étaient en plein délire. De tels vols frôlaient les records du monde. Surtout pour un homme qui ne s'était mis aux commandes que quelques semaines auparavant. D'excentrique, il était devenu un héros. Son voyage était suivi par des milliers, non, des millions de personnes. Entre 1933 et 1934, le Times, à lui seul, publia 151 articles sur l'Everest. Près d'une centaine d'entre eux étaient liés à l'expédition de Wilson. Les publications plus modestes n'étaient pas en reste. Maurice Wilson était devenu une célébrité. Selon le plan, la suite de l'itinéraire passait par l'Iran pour rejoindre le Népal ou le Tibet. Jusqu'ici, tout se passait bien, ou, comme le disait Maurice lui-même, selon le plan divin. L'avion tenait bon, la météo le permettait, le carburant suffisait. Mais il y avait un obstacle auquel il n'avait apparemment pas pensé. Ou alors il y avait pensé, mais le considérait comme insignifiant. À cette époque, l'alpinisme n'était pas encore un sport de masse. C'était principalement un passe-temps pour les riches et les nobles. Un divertissement pour ceux qui pouvaient se permettre des mois d'absence, un équipement coûteux et une armée de porteurs. Des princes italiens grimpaient sur les rochers des Dolomites. Des lords, des barons et des sires anglais fondaient des clubs alpins aux façades impénétrables de bois rouge et de fauteuils en cuir. L'adhésion à un tel club se transmettait par héritage ou s'obtenait après des années d'attente. Ces gens, appelons-les l'establishment de l'alpinisme, avaient des relations sérieuses, avec des diplomates, des militaires, des fonctionnaires de l'administration coloniale, des dirigeants d'État. C'étaient eux qui organisaient les expéditions officielles sur les 8000 mètres. Ils négociaient avec les pays fermés, le Népal et le Tibet, ils obtenaient les autorisations d'ascension. Ils finançaient l'équipement, les porteurs, la logistique. Et ces gens n'aimaient pas du tout l'idée que le plus haut sommet du monde soit conquis par un quelconque parvenu, un vétéran fou sans argent, sans relations, sans comprendre comment le monde fonctionnait. De plus, et c'est important, l'ascension de l'Everest était un acte politique. Pas seulement un exploit sportif, mais un symbole de la puissance nationale. Les Anglais, les Américains, les Suisses se battaient pour la montagne.
la Chine et l'Union soviétique manifestaient leur intérêt. Pour simplifier, le premier au sommet serait le plus fort. Ce pays obtiendrait un bonus de réputation, du prestige, la preuve de sa supériorité. Et dans ce grand jeu politique, il n'y avait pas de place pour les amateurs, surtout pour des gens avec un délire religieux et un trouble post-traumatique. Les précédentes expéditions britanniques s'appuyaient sur des diplomates influents, sur des gens qui savaient qui appeler, quelles mains serrer, quels cadeaux faire. Ils avaient passé des années à construire des relations avec les fonctionnaires tibétains et népalais. Wilson n'avait rien de tout cela. Le gouvernement de l'Inde britannique et le ministère de l'Air lui firent clairement comprendre aucune aide, ni officielle ni officieuse. Ni autorisation, ni lettre de recommandation, pas un seul coup de téléphone en sa faveur. Il était livré à lui-même. Wilson ressentit ce manque de soutien à Bagdad. Il déposa une demande d'autorisation de survol de l'espace aérien iranien. Refus. Sans explication, sans possibilité d'appel, simplement non. Cela signifiait que la route directe était fermée. Il fallait trouver des détours. Il vira vers le sud, le long de la péninsule arabique. Ce détour n'était pas prévu, il n'avait pas de carte de cette région. Mais Maurice, et c'est là que son caractère se manifesta, sortit simplement un atlas scolaire, celui-là même que les enfants anglais utilisent pour apprendre la géographie. L'échelle, presque tout le Moyen-Orient sur une seule page, aucun détail, seulement les contours généraux. Et il s'envola, 1000 kilomètres au-dessus du désert. Un soleil de plomb, un air chaud qui faisait chuter l'avion dans des trous d'air. En bas, presque aucun repère, du sable, de rares rochers, parfois des pistes de caravanes. Plusieurs fois, il perdit sa route, s'en rendit compte par la position du soleil, corrigea sa trajectoire. Le carburant diminuait, l'aiguille se rapprochait de la zone rouge, et par miracle, encore ce mot, il atteignit Bahreïn, atterrissant avec des réservoirs presque vides. Une demi-heure de plus dans les airs, et il se serait écrasé quelque part dans les sables. À Bahreïn, on l'attendait. Un officier de la police locale, poli mais ferme, l'invita au poste. Officiellement pour un contrôle de documents, en réalité pour lui annoncer que sur décision de la Royal Air Force, l'espace aérien était fermé aux vols civils. Il devait retourner immédiatement à Bagdad. Sinon, l'arrestation. Wilson écoutait, hochait la tête, feignait la soumission. Pendant ce temps, il regardait le mur derrière l'officier. Une carte y était accrochée, détaillée, militaire, avec l'indication des routes et des distances, ce qui lui manquait tant. Il mémorisait la ligne de côte, les points de navigation, les distances entre eux. Il avait une bonne mémoire, la guerre lui avait appris à mémoriser vite et bien, la vie en dépendait. L'officier termina son discours, Wilson assura qu'il partait immédiatement pour Bagdad. Il sortit du poste, monta dans son avion, décolla et mit le cap à l'ouest, comme promis. Et une demi-heure plus tard, il vira vers l'est, en direction de l'Inde britannique. Les radars aériens n'existaient pas à l'époque. La communication entre les aérodromes était quasi inexistante. Le temps que l'information de sa désobéissance parvienne aux bonnes personnes, le temps qu'elles réagissent, il serait déjà loin. Ou il se serait écrasé quelque part dans le désert, l'un ou l'autre. Il choisit le risque. Le vol était théoriquement impossible. La distance, bien plus de 1000 kilomètres, l'autonomie maximale de son avion. Mais la théorie, c'est la théorie. Il comptait sur un vent favorable, un régime de vol économique, la chance. Et voilà qu'à mi-chemin, au-dessus d'une mer de sable infinie, sans un seul repère, sans possibilité d'atterrir, le moteur usé de l'Everest commençait à caler. D'abord des ratés. Le moteur toussait, perdait des tours, puis reprenait. Puis les ratés devinrent plus fréquents. Il devint clair que si rien n'était fait, il s'arrêterait bientôt complètement. Wilson posa l'appareil. En plein désert, sur une plaine rocailleuse, au risque de briser le train d'atterrissage. Ça a tenu. Il sortit du cockpit. Chaleur, plus de 40 degrés. Eau, une gourde, peut-être pour une journée. Outils, le minimum. Connaissance en mécanique, quasiment nulle. Mais il se souvenait de la manière dont l'instructeur à l'aéroclub lui avait montré le fonctionnement du moteur. Il se souvenait du principe général. Cela devait suffire. Il ouvrit le capot.
examina le moteur. La conduite de carburant? Les bougies? Quelque chose avec l'alimentation en carburant, c'était évident. Il commença à démonter, à vérifier, à nettoyer. Ses mains, ce même bras estropié qui peinait à se plier, lui faisait mal. Le métal, chauffé à blanc par le soleil, lui brûlait les doigts. La sueur lui coulait dans les yeux. Plusieurs heures, peut-être plus. Il avait perdu la notion du temps. Et le moteur redémarra. Il s'assit dans le cockpit, lança le moteur, entendit un ronronnement régulier et se mit à rire, ou à pleurer, ou les deux à la fois. Seul au milieu du désert, avec un avion réparé avec les moyens du bord, il redécolla. Au coucher du soleil, ce jour-là, il atterrit à Gwadar. Ce vol, d'un homme sans expérience de pilotage, sur un avion qui n'aurait pas dû pouvoir aller si loin, avec une panne en route, à travers un territoire interdit de survol, était en soi un exploit comparable à l'ascension de l'Everest, et ce n'était que le chemin vers la montagne. Maurice était devenu une superstar. Ensuite, quelques jours de vol facile jusqu'au dernier aérodrome indien avant le Népal. La presse célébrait l'homme miracle qui avait parcouru 7000 km en 17 jours. Mais la joie fut de courte durée. En Inde, son avion fut confisqué. Les autorités coloniales, celles-là même qui avaient promis de ne pas l'aider, décidèrent de lui nuire activement. Sans avion, il ne pouvait plus continuer à voler. Wilson lui-même se retrouva sous surveillance policière, officiellement pas arrêté, en réalité sur le fil. Sans avion, le plan s'effondrait. L'idée même, voler jusqu'à la montagne et la gravir, était désormais impossible. La moitié était accomplie, la seconde moitié compromise. Mais Wilson n'avait pas l'intention de reculer. En pleine saison des pluies, il parcourut à pied 300 km sur des routes détrempées jusqu'à la frontière du Népal. La mousson transformait les sentiers en torrents de boue. Les ponts étaient emportés. Il devait passer la nuit dans des villages où il n'y avait rien d'autre que de la bouillie de riz et des regards méfiants. Mais il y arriva. Et il commença à essayer de contacter le roi du Népal. À cette époque, le Népal était un royaume fermé au sens littéral du terme. L'entrée était interdite aux étrangers, à de très rares exceptions près. Il n'y avait pratiquement pas de route. La politique intérieure, une lutte de clans pour l'influence, des intrigues, des coups d'État. Les élites n'avaient que faire de quelques alpinistes. Elles n'avaient pas encore réalisé que les montagnes seraient une future mine d'or, que les touristes et les grimpeurs deviendraient un jour la principale source de revenus du pays. Pour l'instant, les étrangers ne faisaient que les irriter. Les bureaucrates de Katmandou restèrent sourds aux demandes de Wilson. Autorisation d'entrée, refusée. Autorisation d'ascension, même pas examinée. Maurice change de plan. Si ce n'est pas par le Népal, ce sera par le Tibet. L'Everest se trouve à la frontière de deux États et des itinéraires mènent au sommet des deux côtés. Il vend son avion confisqué, puis restitué sous la pression de la presse, et se rend à Darjeeling, une ville à la frontière du Tibet, le point de départ de toutes les expéditions britanniques vers l'Everest. Mais le Tibet était un pays encore plus fermé que le Népal. Un État théocratique sous l'autorité du Dalaï Lama, pas encore conquis par la Chine ou qui que ce soit d'autre. Les étrangers n'y étaient pas non plus les bienvenus. Refus. Et c'est là que n'importe quelle personne normale se serait arrêtée. Plus d'avions, pas d'autorisation. Les autorités des deux pays par lesquels on peut accéder à la montagne lui ont interdit l'entrée. Que faire de plus? Wilson en décida autrement. Il passa l'automne et l'hiver 1933-1934 à Darjeeling, officiellement, en tant que touriste. Il disait aux fonctionnaires locaux « C'est bon, j'ai changé d'avis, pas d'ascension, j'aime juste les montagnes, je veux me reposer. » Les autorités le surveillaient, mais se détendirent peu à peu. Bon, un Anglais fou, il y en a beaucoup par ici, qu'il se promène. Pendant ce temps, Wilson se préparait. Il s'entraînait. Il marchait dans les montagnes autour de la ville, peu élevées pour l'Himalaya, mais des montagnes quand même. Il se mettait en forme. Il s'acclimatait. Son bras estropié lui faisait toujours mal, mais il apprenait à vivre avec. Il étudiait l'itinéraire. Il trouvait des gens qui avaient participé aux expéditions précédentes, les interrogeait sur les détails. Où installer les camps? Quels étaient les passages les plus dangereux? Comment se comporter en altitude? Il se procura du matériel, autant que possible dans sa situation, des chaussures isolées,
des vêtements en duvet, une tente d'altitude, moderne pour l'époque, à double paroi. D'ailleurs, des Sherpas l'avaient volée dans le dépôt d'une expédition britannique. Wilson ne demanda pas d'où elle venait, ça lui était égal, et il trouva des porteurs. 3 Tibétains de Darjeeling, prêts à l'accompagner illégalement à travers la frontière pour de l'argent. Tout était prêt. Par un petit matin de mars 1934, alors qu'il faisait encore nuit et que les rues étaient désertes, Maurice quitta Darjeeling, déguisé. Une longue robe de lama tibétain, le crâne rasé, un chapelet au poignet. Il ne ressemblait guère à un Européen, mais dans la pénombre, si on ne regardait pas de trop près, 3 porteurs marchaient à ses côtés, le chargement réparti sur leur dos. Ils prirent la direction du nord, à travers le Sikkim, un petit royaume entre le Népal et le Tibet. Le jour, ils se cachaient, se déplaçant la nuit. Ils contournaient les villages, évitaient les routes où il pouvait y avoir des patrouilles. 10 jours plus tard, ils atteignirent la frontière tibétaine. Pendant tout ce temps, ils ne furent découverts qu'une seule fois. Un lama local, un vrai, pas un déguisé, vit la procession, regarda de plus près et comprit que l'homme en habit monastique était un Européen. Quelque chose dans sa démarche l'avait trahi, ou la forme de ses oreilles, ou simplement l'intuition. Mais le lama garda le silence. Peut-être que ça lui était égal. Peut-être avait-il vu quelque chose dans les yeux de Wilson et décidé de ne pas s'en mêler. La frontière était derrière eux. Mi-avril, la petite troupe arriva au monastère de Rangbuk. C'était un lieu que connaissait quiconque avait lu sur l'Everest. Un sanctuaire tibétain situé juste au pied du versant nord de la montagne. Altitude, environ 5000 mètres. Le dernier avant-poste de la présence humaine avant la zone des glaces éternelles. Le monastère était petit, des constructions en pierre battues par le vent, des moines en robe bordeaux qui regardaient les nouveaux venus sans grande surprise. Ils avaient vu des expéditions auparavant. Pour eux, les Européens étaient des créatures étranges, obsédées par le désir de grimper sur la montagne sacrée. Pourquoi? Impossible à comprendre, mais inutile de les en empêcher non plus. Maurice avait atteint la montagne. Il se tenait sur l'esplanade devant le monastère et regardait vers le haut. L'Everest cachait la moitié du ciel, une pyramide gigantesque s'élevant dans les nuages. Un panache de neige s'échappait du sommet. Là-haut, le vent soufflait avec une force telle qu'il était impossible de tenir debout. Mais maintenant, en avril, c'était la période entre l'hiver et la mousson, une fenêtre où l'ascension était possible, si tant est qu'elle soit possible. Wilson ne s'attarda pas au monastère. Quelques jours de repos et en avant. Avec l'obstination d'un possédé, il commença à attaquer le glacier de Rangbuk. C'était la première étape du chemin vers le sommet, une immense rivière de glace descendant des pentes supérieures. Le glacier était strié de crevasses, certaines profondes de plusieurs dizaines de mètres. Sans corde, sans partenaire, tomber dans une telle crevasse était une mort certaine. Le corps ne serait jamais retrouvé. Mais Wilson avançait. Il s'égarait souvent. L'itinéraire, que les alpinistes expérimentés mémorisaient du premier coup, était pour lui un labyrinthe. Les parois de glace se ressemblaient toutes. Les points de repère, une pierre caractéristique, une dépression dans la pente, il ne les remarquait pas ou les confondait. À plusieurs reprises, il se retrouva dans des impasses, rebroussa chemin et recommença. Et pourtant, il continuait de monter. 6000 mètres. Une altitude à laquelle la plupart des gens commencent à sentir le manque d'oxygène. Maux de tête, essoufflement, faiblesse. Wilson ressentait tout cela. Mais il continuait. 6500 mètres. C'est ici, à cette altitude, que les expéditions précédentes installaient le 3e camp d'altitude. Wilson le savait, il l'avait appris à Darjeeling. S'il parvenait jusqu'ici, cela signifierait qu'un tiers du chemin vers le sommet était derrière lui. Il y parvint. Et alors, comme si la montagne avait décidé de montrer qui était le maître, une tempête de neige éclata. Pas la légère averse de neige que l'on peut attendre à l'abri d'un arbre, une véritable tempête. La neige volait à l'horizontale, collant au visage, s'infiltrant dans la moindre fissure. Le vent déchirait la toile de la tente, menaçant de l'emporter avec tout son contenu. Visibilité nulle. Faire un pas, c'était risquer de tomber dans une crevasse. Wilson fut contraint de s'arrêter.
Pendant 2 jours, il resta couché dans sa tente sur le glacier, seul, sans aucun contact avec le monde extérieur. Dehors, le hurlement du vent qui ne cessait pas une seule minute. La nuit, la température chutait à -30 degrés, peut-être même plus bas. Il gisait dans son sac de couchage, claquant des dents, et attendait. C'est là, dans cet enfer de glace, dans une solitude absolue, que Maurice Wilson fêta son 36e anniversaire, le 21 avril 1934, le jour où il avait prévu d'atteindre le sommet. Le sommet était loin. Il se trouvait à 6500 mètres d'altitude, et il lui restait encore plus de 2 kilomètres de dénivelé avant d'atteindre son but. Des kilomètres qui, à une telle altitude, équivalent à des dizaines en plaine. Pendant la nuit, la tempête commença à se calmer. Au matin, le vent avait suffisamment faibli pour qu'il puisse sortir. Le spectacle qui s'offrit à Wilson était à la fois magnifique et terrifiant. La neige formait une couche d'1 mètre. La trace qu'il avait faite en montant, non qu'elle ait été bien visible auparavant, avait maintenant complètement disparu. Mais l'essentiel, c'est qu'il était en vie, et il devait redescendre. 16 heures, c'est le temps que prit la descente jusqu'au monastère. 16 heures, avec de la neige jusqu'à la poitrine, s'enfonçant à chaque pas, perdant ses forces. Plusieurs fois, il tomba et resta simplement allongé un moment, le visage enfoui dans la masse blanche, incapable de se relever. Puis, il se forçait à se remettre debout. Quand il parvint enfin à Rangbuk, les moines sortirent à sa rencontre. Ils avaient vu la tempête. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il revienne. On aurait pu croire que c'était fini. Il avait essayé. Il avait échoué. Il pouvait rentrer chez lui. Après tout ce qu'il avait accompli, un vol à travers la moitié du monde, le franchissement illégal d'une frontière, une ascension en solitaire à 6500 mètres, il était déjà un héros. Même l'establishment de l'alpinisme, qui le détestait tant, ne pourrait nier que cet homme avait fait l'impossible. Mais Wilson n'avait pas l'intention de renoncer. Quelques jours au monastère, repos, repas chauds, récupération. Les moines veillaient sur cet étrange Anglais qui parlait de forces supérieures et de missions divines. Pour eux, c'était compréhensible. Ils avaient eux aussi leur propre force supérieure et leur propre mission. C'est peut-être pour cela qu'ils le traitèrent avec sympathie. Et Wilson prit une décision. Il changeait de plan. La première fois, il était parti seul. C'était une erreur. Non pas qu'il ne croyait pas en l'ascension en solitaire, il y croyait toujours. Mais pour atteindre le point à partir duquel on peut lancer l'assaut final, il fallait de l'aide. Il persuada 2 de ses porteurs de l'accompagner jusqu'au 3e camp. Pas jusqu'au sommet, seulement jusqu'au camp. Ensuite, il irait seul. C'était un compromis qu'il accepta. Les porteurs, Tsewang et Rinzing, acceptèrent. Pour de l'argent, bien sûr. Wilson paya. Il lui restait encore des fonds, la vente de l'avion, quelques économies. Le 12 mai, le petit groupe quitta le monastère. Cette fois, tout se passa mieux. La météo était favorable, ciel dégagé, vent modéré. Les porteurs connaissaient le chemin, ils étaient déjà venus ici avec des expéditions britanniques. Le rythme était bon. Ils réussirent à trouver du matériel laissé par les expéditions précédentes, des cordes, des piquets de tente, quelques conserves. Tout s'était conservé dans le froid. La trouvaille était précieuse, une marge de sécurité supplémentaire. Ils atteignirent le 3e camp. Ici, à environ 6500 mètres d'altitude, la partie relativement simple se terminait et la section difficile commençait. Plus loin, une pente de glace abrupte menant au col nord. 7000 mètres. De là, c'était la dernière poussée vers le sommet. La première tentative pour atteindre le col nord se solda par un échec. La pente était plus raide que prévu, la glace plus dure. Wilson n'avait pas de crampons, ces pointes métalliques que l'on fixe aux chaussures et qui permettent de tenir sur la glace. Sans eux, chaque pas vers le haut se transformait en une lutte. Il essaya de tailler des marches avec son piolet, mais il ne maîtrisait pas la technique. De plus, sa main, celle-là même mutilée par les balles, ne lui permettait pas de frapper avec la force nécessaire. Ils battirent en retraite. Quelques jours au camp, repos, acclimatation et une nouvelle tentative. Le 29 mai, Maurice Wilson entreprit une 2e tentative d'assaut, cette fois seul,
comme il l'avait prévu depuis le début. Il demanda au porteur de l'attendre au 3e camp pendant 10 jours. 10 jours, cela devait suffire pour monter et redescendre. Ou ne pas redescendre. Mais il essayait de ne pas y penser. Les porteurs hochèrent la tête. Ils dirent « Oui, nous attendrons ». Le matin du 29 mai, Maurice Wilson commença son ascension. Ce fut la dernière fois qu'on le vit vivant. Ce qui s'est passé ensuite ne peut être reconstitué qu'à partir de preuves indirectes. L'année suivante, en 1935, une autre expédition britannique arriva à l'Everest. Parmi les participants se trouvaient l'alpiniste Eric Shipton et le docteur Charles Warren. Non loin du 3e camp, en dessous du col Nord, ils firent une découverte. Un corps, une vieille tente déchiquetée par le vent. À l'intérieur, un squelette, la peau sèche et gelée sur les os. La posture, étrange, recroquevillée, comme si l'homme était mort en essayant d'enlever ses chaussures. Une chaussure était enlevée, les doigts du squelette serraient le lacet de la seconde. À côté, des journaux intimes. C'était Maurice Wilson. D'après les journaux et la position du corps, on pouvait reconstituer ce qui s'était passé. Il avait attaqué la paroi de glace, seul, sans crampons, sans assurance, avec une main à moitié fonctionnelle. Jusqu'où est-il monté, on ne le sait pas. Le col Nord, à 7000 mètres, il ne l'a probablement pas atteint. La glace abrupte, la fatigue, le manque de technique. À un moment donné, il comprit qu'il ne pouvait plus continuer, et il fit demi-tour. Il redescendit au camp 3, et il ne trouva personne. Les porteurs, à qui il avait demandé d'attendre 10 jours, étaient partis. On peut imaginer ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Atteindre la tente après des heures de descente éreintante, relever la toile et voir le vide. Personne. Des affaires éparpillées, une partie avait disparu, on l'avait abandonné. Il était épuisé, déshydraté. Peut-être le mal des montagnes commençait-il à se manifester. À cette altitude, il tue si l'on ne redescend pas à temps. Et descendre sans aide, à travers le glacier, les crevasses, les mètres de neige, était presque impossible dans son état. Il se glissa dans la tente. Il commença à enlever ses chaussures. Peut-être que ses mains ne lui obéissaient plus. Peut-être que sa conscience s'évanouissait. Il enleva une chaussure. À la deuxième, il s'arrêta. Maurice Wilson mourut seul. D'hypothermie, d'épuisement, du mal des montagnes, de la trahison de ceux en qui il avait eu confiance. Tenzing Norgay, l'homme qui, 18 ans plus tard, serait le premier à atteindre le sommet avec Hillary, a écrit plus en détail sur cette découverte. En 1935, il était un jeune porteur dans l'expédition britannique. Voici son témoignage. Près du 3e camp, en dessous du col Nord, nous avons fait une découverte intéressante mais triste. 1 an plus tôt, un Anglais du nom de Maurice Wilson était parti secrètement à l'assaut de l'Everest avec seulement 3 Tibétains dans l'intention d'atteindre le sommet en solitaire. Il n'était pas revenu de la montagne. Nous venions de trouver son corps. Il gisait dans une vieille tente déchiquetée, un squelette desséché avec des restes de peau gelée, tordu dans une posture étrange, comme si Wilson était mort en essayant d'enlever ses chaussures. Une chaussure était enlevée et les doigts du squelette serraient le lacet de la seconde. De toute évidence, il était retourné à la tente après une tentative d'ascension du col Nord, n'y avait trouvé aucun de ses porteurs et était mort de froid ou d'épuisement. Nous l'avons enterré sous les pierres d'une moraine près du glacier. Les porteurs de Wilson venaient de Darjeeling. Ils s'appelaient Tsewang Bhutia, Rinsing Bhutia et Tsering Bhutia. Plus tard, je les ai rencontrés là-bas et je leur ai demandé ce qui s'était passé. Ils ont raconté qu'ils avaient suivi l'itinéraire habituel de toutes les expéditions, mais qu'ils devaient éviter les patrouilles et les fonctionnaires car Wilson n'avait pas de permis pour entrer au Tibet. Arrivés au monastère de Rongbuk, ils s'y sont reposés pendant 15 jours, puis se sont mis à installer des camps sur le glacier de Rongbuk. Après le 3e camp, les Tibétains n'ont pas voulu aller plus loin et une dispute a éclaté. Finalement, Wilson a dit « Très bien, j'irai seul au col Nord. Attendez-moi ici 3 jours. » Et il est parti. Les porteurs, selon leur dire, ont attendu le temps convenu et ont quitté le camp. Disait-il la vérité? On ne sait pas.
Une chose était claire, il n'avait rien fait pour aider Wilson. J'étais indigné, j'avais honte, car ils avaient l'obligation soit de partir à sa recherche, soit, au minimum, d'attendre son retour. De plus, j'ai vu sur eux beaucoup d'argent qui, de toute évidence, appartenait à Wilson. Il est très probable que les porteurs n'avaient aucune intention d'attendre. Ils ont pillé le camp pendant qu'il était parti pour son ascension. Ils ont pris l'argent, les objets de valeur, et sont redescendus. Wilson était là illégalement. Personne à qui se plaindre. Qui irait chercher un cadavre sur l'Everest? Et même si on le trouvait, qui prouverait leur culpabilité? Le crime parfait à 6500 mètres d'altitude. L'attitude envers la tentative de Wilson de conquérir l'Everest a toujours été ambiguë. De son vivant, et surtout juste après sa mort, la communauté des alpinistes le condamnait. Un dilettant fou qui s'était mêlé d'une affaire sérieuse, un arriviste qui pensait que la foi pouvait remplacer l'expérience. Ses contemporains des clubs alpins exagéraient délibérément sa naïveté. Ils inventaient des détails biographiques invraisemblables pour le rendre encore plus ridicule. Oui, il était sans aucun doute un amateur. Oui, il ne connaissait absolument rien à l'alpinisme. Oui, il s'attaquait à l'Everest, sans crampons, sans oxygène, sans expérience de l'escarade. Mais un homme totalement impréparé, avec un bras cassé, des poumons qui, quelques années plus tôt, avaient été rongés par la tuberculose, a réussi à grimper à plus de 6500 mètres d'altitude. C'est comparable à l'ascension du pic Pobeda, le plus haut sommet du Tian Shan. Juste comme ça, à l'improviste, sur le seul enthousiasme, sur la foi, aussi étrange soit-elle. Et son vol de l'Angleterre à l'Inde, 7000 kilomètres à bord d'un biplan fragile, aux commandes duquel il s'était assis pour la première fois 3 mois plus tôt. À travers les Alpes, la mer Méditerranée, les déserts d'Arabie, avec une panne en cours de route qu'il a réparée lui-même au milieu d'une région déserte. Ce vol, même sans tenir compte de tout le reste, était un exploit. Il n'était pas simplement un fou. Il était capable d'assimiler des compétences extrêmement complexes en un temps record. Le pilotage, en 2 mois. Assez pour réaliser un vol record. L'alpinisme, en quelques mois, à Darjeeling, en interrogeant ceux qui étaient allés sur l'Everest auparavant. Assez pour monter plus haut que la plupart des professionnels. Pendant sa préparation à Darjeeling, il a beaucoup appris des locaux. Des Sherpas qui accompagnaient les expéditions britanniques et connaissaient la montagne mieux que n'importe quel Européen. Il a fait des randonnées en montagne, s'est acclimaté, s'est mis en condition. Il s'est procuré du matériel, celui qu'il a pu trouver. Des chaussures fourrées, des vêtements en duvet, une tente moderne. Était-il fou? Probablement. Mais pas plus fou que Mallory et Irvine, qui en 1924 marchaient eux aussi vers une mort certaine et qu'on appelle aujourd'hui des héros. Pas plus fou que les dizaines d'autres alpinistes qui ont laissé leur vie sur les pentes des 8000 pour... quoi? La gloire? L'adrénaline? Un besoin intérieur qu'il est impossible d'expliquer par des mots? Son image a été délibérément déformée pendant de longues années. Car reconnaître ses exploits, c'était admettre que l'ascension de l'Everest était possible sans le soutien de l'État, sans des sommes d'argent colossales, sans une armée de porteurs et des tonnes de matériel. Et cela sapait les fondements même de l'établissement de l'alpinisme, leur monopole sur l'héroïsme. Peu d'alpinistes célèbres de l'époque ont reconnu la valeur de Wilson. Eric Shipton, celui-là même qui a trouvé le corps et les journaux, était une exception. Il a dit aux policiers de Darjeeling qu'il était profondément bouleversé par ce qu'il avait lu. Les convictions de Wilson, son respect pour la nature, même dans ses journaux, écrits au seuil de la mort, il ne maudissait pas la montagne. Sa foi en la capacité de surmonter toutes les difficultés par la seule force de la volonté. Des décennies ont passé. En 1980, Reinhold Messner a réalisé la première ascension de l'Everest en solitaire de l'histoire, sans oxygène, sans assistance. Alors qu'il se trouvait à environ 8000 mètres d'altitude, épuisé, à moitié aveuglé par la réverbération de la neige au bord des hallucinations, il a pensé à Wilson. Plus tard, dans une interview, il a dit « Je me suis demandé si j'avais atteint son degré de folie. C'est peut-être la meilleure des épitaphes. De quoi parle cette histoire?
Pas d'argent, Wilson n'en avait presque pas. Pas de gloire, il n'en cherchait pas, du moins pas au sens habituel du terme. Pas d'ambition de conquérant, il ne voulait pas planter un drapeau ou entrer dans les manuels d'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a été profondément, irrémédiablement traumatisé par la guerre. La Première Guerre mondiale a brisé toute une génération. Des millions de jeunes hommes sont partis au front et sont revenus différents, ou ne sont pas revenus du tout. Ceux qui ont survécu physiquement n'ont souvent pas survécu psychologiquement. Nous avons de beaux termes médicaux pour cela, TSPT, trouble de stress post-traumatique, mais les termes ne rendent pas compte de l'essentiel. L'essentiel, c'est que cet homme a traversé l'enfer. Il a vu ses amis mourir. Il a lui-même tué. Beaucoup. Systématiquement, parce que c'était le travail. Et puis la guerre s'est terminée et on lui a dit « C'est bon, maintenant retourne à une vie normale. Marie-toi, travaille, paie tes impôts. » Et il ne pouvait pas. La série Peaky Blinders, ceux qui l'ont vu comprendront, le montre bien. Les gars revenus de la Grande Guerre ne trouvent pas leur place et sombrent dans la violence, dans la criminalité, le banditisme. Parce que c'est seulement là, dans le danger, sur le fil du rasoir, qu'ils se sentent vivants. Wilson a choisi une autre voie. Non pas la violence, mais des objectifs inatteignables. Pour lui, l'Everest n'était pas une montagne au sens littéral. C'était une façon de trouver la paix. Ou, ce qui est plus proche de la vérité, une façon de cesser enfin, de chercher. Il n'a pas atteint le sommet. Il en restait encore beaucoup, environ 2 kilomètres de dénivelé. Mais il a tout de même trouvé quelque chose. Là, dans sa tente glacée, à 6500 mètres d'altitude, dans une solitude absolue. Durant les dernières heures ou minutes de sa vie, peut-être a-t-il enfin trouvé ce qu'il avait poursuivi toutes ces années. La paix. On a envie de croire que c'est le cas.